y a pas mal de problèmes cliniques qui se posent dans la toxicité dans la gestion clinique donc de la toxicité gastro-intestinale associée aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, immune checkpoint inhibitors. Mais comme on a peu de temps, on va faire un focus sur deux, le diagnostic et le traitement, et puis la prescription d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire chez les patients qui ont une maladie de Crohn ou une RCH connue. Tout d'abord, le diagnostic et le traitement. L'immunothérapie, en fait, c'est assez vaste. Il y a les vaccins, maintenant, dont on a vu les premiers résultats efficaces dans le mélanome. Il y a les CAR T-cells. Et pour ces deux méthodes, il n'y a pas beaucoup de toxicité sur le tube digestif. En revanche, la toxicité gastro-intestinale est un problème majeur pour les anti-STLA4 et les anti-PD1. Et on voit tout de suite un des premiers messages de ce topo, qui est que les anti-STLA4 sont plus souvent et plus toxiques que les anti-PD1. À peu près un tiers des patients traités par anti-STLA4 en monothérapie ont la diarrhée et environ 10% ont une colite. Ces proportions sont de 13 et de 1% pour les anti-PD1 en monothérapie. Et si vous additionnez les deux, comme c'est de plus en plus souvent le cas, notamment en dermatologie, vous additionnez les risques et donc la fréquence des effets indésirables. On voit aussi dans les lignes en dessous que ce sont des maladies graves parce que au cours de ces complications qui peuvent être assimilées par unité de temps en fait, à une poussée de maladie de Crohn ou de RCH, vous avez 1% de perforation colique jusqu'à 6%, c'est énorme, et une mortalité qui n'est pas nulle, 0,6 à 0,8%, des patients qui décèdent des complications digestives des anti-STLA4, et c'est bien davantage lorsqu'on associe les deux. On voit ici cette photo un peu, cette diapo un peu funèbre là sur le nombre de décès toxiques par immune-related adverse events, donc par effet inflammatoire ou auto-immun induit par les anti-STLA4 ou anti-PD1. On voit que les complications les plus létales sont celles qui atteignent le myocarde. Vous voyez, c'est presque 50%, mais elles sont en petit nombre. Pour les colites, on a jusqu'à 5% de décès, mais elles sont très fréquentes, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de patients qui décèdent de colites que de myocardite. Donc, deuxième message, c'est grave. Les symptômes d'entérocolite, c'est la diarrhée avant tout, ce n'est pas une surprise, les douleurs abdominales, l'érictorragie, la fièvre, mais il y a aussi des colites sévères, des déshydratations, mégacolontoxiques et perforations, tout particulièrement chez les patients chez lesquels il y a eu un retard diagnostique ou thérapeutique. Il faut penser au diagnostic différentiel. Ce n'est pas parce qu'on a la diarrhée et qu'on a pris des anti-STLA4, des anti-PD1 qu'on a une relation de causalité entre les deux. Il y a des infections, des diverticulites, des métastases intestinales, notamment du cancer du poumon et du mélanome, et puis des colites au BRAF/MEK inhibiteur. L'endoscopie est essentielle. Elle doit être pratiquée à partir du grade 1. Alors, ça peut paraître évident, mais en fait, les oncologues gèrent beaucoup ces effets indésirables et souvent à l'aveugle. Par exemple, diarrhée infliximab, si vous voulez, c'est pas exceptionnel, on va dire. Donc, il faut ramener les choses à la raison. Et au-delà du grade 1, il faut avoir une endoscopie, au minimum une rectosigmoïdoscopie. C'est une recommandation forte des guidelines de l'ESMO qui viennent de paraître. Qu'est-ce qu'on voit comme lésion ? Vous allez voir des choses auxquelles vous êtes bien habitués. Une disparition de la trame vasculaire, des érosions, des ulcérations plus ou moins profondes, et puis parfois des colites à Clostridium, parce qu'une nouvelle fois, il faut insister sur le diagnostic différentiel. À propos de diagnostic différentiel, voici une complication qui vient d'être rapportée. C'est un diagnostic différentiel parce que ces patients ont souvent été exposés aux anti-STLA4, aux anti-PD1. Et donc de faire la part entre une toxicité tardive, car il y en a aux anti-STLA4, anti-PD1, et puis une toxicité au BRAF/MEK inhibiteur est difficile. En fait, ça n'a rien à voir en termes de présentation clinique, ou plutôt c'est un peu différent. Ce sont des colites à la fois inflammatoires et ischémiques qui prédominent à droite. Et si on ne fait pas le diagnostic sur la diapo de gauche, on arrive à des situations comme celle de droite où on est obligé de faire opérer ces malades. On a vu les photos des colites aux anti-STLA4, c'est-à-dire le plus grave des anticorps utilisés en immunothérapie. Il y a aussi des colites aux anti-PD1. La présentation est similaire sur le scanner et sur la diapo d'en bas. Il faut savoir que 40% des patients qui ont la diarrhée sous anti-PD1 ont une endoscopie normale, mais qu'on trouve une inflammation microscopique.
Voilà pour le diagnostic. Pour ce qui est de la prise en charge, eh bien, il faut s'en référer à la classification CTCAE, des complications gastro-intestinales des traitements du cancer. C'est à partir de ça qu'il faut raisonner parce que les oncologues se réfèrent à ça. Alors par chance, c'est assez proche de nos classifications à nous c'est le chiffre 6 qui fait la frontière entre les formes sévères et les formes non sévères, puisqu'au-delà de 6 selles par jour, ça vous rappelle un peu les critères de Trulov, on bascule dans le grade 3, donc dans les diarrhées sévères. Donc plus de 6 selles, incontinence, hospitalisation, on est dans le grade 3 et au-delà, c'est le grade 4. Grade 1 inférieur à 4, grade 2 de 4 à 6 par jour, on revient en arrière. Grade 1, mesure hygiéno-diététique, traitement symptomatique, et on peut attendre 15 jours avant de passer au traitement et à la prise en charge du grade 2. Donc si vous avez un grade 1 qui dure ou une grade 2 d'emblée, il faut faire des examens de sang, de sel, faire un quantiféron d'emblée et une évaluation endoscopique, mais ça vous le savez déjà. Ces patients peuvent être pris en charge en ambulatoire par des corticoïdes Péros, et si ça ne passe pas, on passe au grade 3. Les malades qui se présentent avec un grade 2 qui ne répond pas aux corticoïdes Péros ou qui ont d'emblée un grade 3 doivent être hospitalisés et ils relèvent d'une corticothérapie intraveineuse. En cas de réponse, les corticoïdes sont baissés rapidement, en 4 à 8 semaines. Et puis, donc ensuite, c'est toute la discussion de reprise des immune checkpoint inhibiteurs qu'on n'abordera pas aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué et donc long. Et en cas de rechute, infliximab ou vedolizumab, ou alors, chez les malades qui sont réfractaires aux corticoïdes, c'est l'infliximab dans les formes sévères, le vedolizumab dans les formes modérées, ça marche quand même moins bien, et en cas d'échec, les autres traitements. En gros, il y a la moitié des patients qui répondent aux corticoïdes, 41% qui nécessitent l'infliximab, 11% qui sont réfractaires à l'infliximab, et pour ces cas, on a des mini-séries sur la transplantation fécale, l'ustékinumab, le tofacitinib, les inhibiteurs de calcinurine et le mycophénolate mofétyl. Quelques malades sont colectomisés, on a eu une vingtaine, donc colectomisés pour mégacolon toxique, abcès, perforation. C'est pas rare, 20 malades sur 300 environ de colites aux immune checkpoint. Il y a des formes hautes, les gastrites sévères sous anti-PD-1, comme celle-ci, pas de commentaire particulier. Plus difficile, cette femme de 53 ans qui a un cancer du rein, vous voyez, de 2010, puis en janvier 2021, 11 ans plus tard, elle est sous axitinib et pembrolizumab pour un cancer du rein métastatique. Et puis elle a des brûlures épigastriques et une intolérance alimentaire complète avec une perte de 10 kg. On fait une endoscopie, on trouve une gastrite fondique érythémateuse, des biopsies, gastrite entrale régénérative, blablabla. Quel est votre diagnostic ? Insuffisance surrénale. Vous savez, qui se présente souvent sous forme de vomissement, parce que, et c'est un autre point fort de cette présentation, les anti-STELA4 et anti-PD-1 n'atteignent pas que le tube digestif, mais aussi la peau, l'hypophyse, la thyroïde, le diabète, le rein, le foie, bref, tout. Bien sûr, le poumon et le cœur, on l'a vu. Il y a d'autres présentations digestives, des fissures ou des fistules anales très similaires à celles de la maladie de Crohn, des neuropathies entériques qui se présentent sous forme de pseudo-obstruction, des colites microscopiques et des pancréatites de différentes formes. Deuxième question, est-ce qu'on peut prescrire des immune checkpoint inhibiteurs chez les patients avec MICI? C'est une question qui est souvent posée, par exemple chez des malades qui ont un cancer du côlon métastatique sur RCH. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien difficile. Le taux de rechute de la MICI ou de colite aux immune checkpoint, là c'est vraiment impossible de faire la différence, est de l'ordre de 40%. 76% de ces malades nécessitent les corticoïdes et 37% un traitement biologique. 35% des patients qui se trouvent dans ce cas doivent arrêter les immune checkpoints en raison d'effets latéraux gastro-intestinaux. Puis il y a quand même quelques malades qui vont à la chirurgie. En conclusion, 4 points. Vous l'avez vu, je pense, la prise en charge thérapeutique des malades atteints d'entérocolite induite par les inhibiteurs de point de contrôle est très similaire à celle des MICI. Ce sont des maladies cependant plus sévères, plus compliquées, en partie parce que les patients sont plus âgés et plus fragiles que ceux qui ont une MICI, mais en partie seulement. Ce sont des formes plus rapidement évolutives, quel que soit le terrain.
Le diagnostic différentiel et la recherche d'autres effets immuno-induits extra-intestinaux est essentiel, et les malades avec Mickey sont à risque d'entérocolite induite par les immune checkpoints ou de rechute de Mickey. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Franck. En attendant peut-être la première question, est-ce qu'il y a des spécificités quand il y a une atteinte du grêle, une iléite plus qu'une colite dans la prise en charge? Non, c'est à peu près pareil pour tout. La plupart du temps, les iléites sont associées aux colites, mais il y a des iléites isolées et quelques cas de jéjunite. Deuxième question, s'il n'y en a pas dans l'audience, si, il y en a une ici. Attendez, on vous donne le micro. Savoir s'il y a une différence histologique, parce que des fois j'ai des colites immuno-induites et que le napate me dit que c'est une RCH. Est-ce qu'il y a des différences entre le... Non, histologique entre une vraie RCH et une colite immuno-induite. En fait, des fois, les anapathes, on envoie une colite immuno-induite, il répond c'est une RCH. Oui. C'est un patient qui n'était pas symptomatique avant. Alors, c'est une question intéressante qui porte aussi sur le fait de savoir quelle est la différence entre les Mickey et puis les colites induites par les immune checkpoints, mais ça nous emmènerait un peu loin. En termes d'histologie, les colites induites par les immune checkpoints sont généralement des colites aiguës, et en gros, il n'y a que un quart à un tiers des malades qui ont des signes de chronicité au niveau du côlon. C'est plus fréquent au niveau du grêle. Mais ce sont en fait des colites aiguës. Donc, est-ce qu'il y a des cas chroniques de colite induite par les immune checkpoints? C'est la question qui vient ensuite. La réponse est oui, mais pas beaucoup. Une question un peu en lien. Il a été proposé chez des patients qui ont vraiment besoin de l'immunothérapie, parce que c'est le seul traitement qui les maintient en vie finalement, de poursuivre du vedolizumab, par exemple, en même temps que l'immunothérapie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Alors là, c'est encore une autre question, une de celles qui était posée au début. Ce sont des malades qui sont bien difficiles à prendre en charge. C'est la troisième question. Est-ce qu'on peut reprendre les immune checkpoint inhibiteurs chez les malades qui ont une toxicité Donc, c'est une question très, très importante. Nous, personnellement, je vais te dire, on n'interdit jamais. On dit toujours oui. Et puis, on s'adapte. Et en effet, on est amené à prescrire du védo et parfois de l'infliximab à ces malades-là. Pour des malades pour lesquels il n'y a pas d'autre solution. Alors, la seule exception, c'est ça. Là, on ne peut pas reprendre, en fait, pour les colites au BRAF/MEK inhibiteur, parce que c'est trop grave. Une dernière question. Et alors, chez nos patients justement atteints de Mickey qu'on est amené à mettre sous immunothérapie, est-ce que chez ces malades-là, avec encore une activité présente en endoscopie, on contre-indiquerait la mise en place de l'immunothérapie pour son cancer? Non, enfin nous, on ne contre-indique jamais de toute façon, parce que c'est le pronostic vital qui est en jeu. On a peut-être tort, mais donc on ne contre-indique pas. Mais on est parfois amené à renforcer le traitement anti-Mickey, ce qui pose le problème de sa toxicité chez les malades qui ont un cancer. Mais c'est une autre histoire.